Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce vlog qui se concentrera sur Godzilla 2, le roi des monstres ou Godzilla King of Monsters, le troisième volet de la saga Godzilla du Cinematic Universe Godzilla créé par Warner depuis 2014, avec le premier Godzilla qui était réalisé par Gareth Edwards, qui ensuite a fait Rogue One. On se retrouve donc avec, j'ai envie de dire pour la première fois dans cette saga qui est quand même censée être une saga de film catastrophe, qui finalement est devenue plus du film de kaiju, la quintessence du film catastrophe. Littéralement, on suit une famille séparée par des événements traumatiques qui émulent plus ou moins ce qui s'est passé dans le vrai monde, qui sont soumis à une catastrophe énorme et d'ampleur mondiale et quasi divine, presque une volonté divine de punir le monde en général, causée par la médiocrité de l'espèce humaine qui pollue le monde, qui le détruit, qui se fait la guerre, qui etc. Et cette destruction et cet événement, ces catastrophes, doit permettre à la famille de se réunir à la fin. C'est le symbole de la réunion, du pardon de l'espèce humaine, etc. Ce film, c'est la quintessence du scénario du film catastrophe. Tel que jusque-là, seul Roland Emmerich l'avait fait avec autant de talent. C'est le film de catastrophe ultime de cette année. Et probablement pendant un petit bout de temps, parce que le degré de dévastation qu'il y a dans ce film ne sera probablement pas égalé avant un petit bout de temps tout de même. Pour avoir un résumé un petit peu plus complet et précis du coup de l'histoire qui se passe dans le film, on suit la famille Russell, un père, une mère et la fille de Stranger Things là, comment s'appelle-t-elle, Millie Bobby Brown, qui ont vécu une tragédie pendant la première attaque de Godzilla en 2014, et qui depuis s'est donc séparé. Le père est dans son coin en train d'étudier des meutes de loups, qui font leurs affaires dans leur coin, et la mère, avec la fille, est dans un centre de recherche qui essaie de trouver un moyen de développer un système pour contrôler les monstres en général, trouver la fréquence avec laquelle leur parler, et trouver quel est le truc qui permettrait de les calmer, voire même de les contrôler, mais pour l'instant la question c'est plutôt de les calmer, parce que on a découvert qu'il y avait énormément de monstres dans le monde, il y a à peu près 17 je crois quand ils en parlent, et donc il faut essayer de trouver un moyen de gérer le truc si jamais tout ça devient catastrophique, et justement en début de film, un groupe de terroristes vient pour que tout devienne catastrophique. Ils viennent piquer l'Orca, donc la machine qu'a développée la mère, qui est jouée par Vera Farmiga, qui s'appelle Emma, pour l'utiliser afin de réveiller ce qu'on appelle Monster Zero, qui est Ghidorah, je crois, c'est son vrai nom, qui est une hydre à 3 têtes, qui est elle aussi une créature alpha qui doit pouvoir devenir la reine des créatures, et donc décider du sort de l'humanité si on n'a pas la machine, ou si Godzilla, le roi des monstres, ne vient pas nous aider, ou n'est pas en mesure de nous aider, vu qu'il y a un bon paquet de monstres quand même dont il faut s'occuper, et ils sont assez puissants. Voilà donc ce qui va lancer l'histoire. Encore une fois, le film va se partager entre des personnages humains et des personnages de monstres, enfin, et ce qui se passe avec les monstres, en tout cas, la destruction. Mais contrairement au premier Godzilla ou au King Kong, là vraiment je pense qu'on est à 50-50 d'humains et de monstres. On a tellement présenté l'univers avec les deux films d'avant que maintenant il suffit juste de trouver quelqu'un à foutre au milieu de toute cette merde, trouver une histoire à lui raconter, et le reste il n'y a plus besoin de le présenter. Donc on peut vraiment le montrer agir. Puis en plus ils ont accumulé du pognon avec les deux films d'avant, donc maintenant ils ont de quoi présenter toutes ces scènes qui demandent énormément de budget évidemment, toutes ces scènes à trucage et effets spéciaux qui sont monstrueuses. Littéralement, le premier plan du film, on est directement dans l'action, le chaos et la destruction. Le premier plan du film, c'est ce qui se passe en 2014, quand on suit la famille Russell et qu'on voit ce qui lui est arrivé à l'époque. Donc on démarre immédiatement avec Godzilla au milieu d'une ville en train de tout détruire, avec l'impact, enfin les effets de la destruction immédiatement à côté. Et même après ça, on a un petit échange de 5-10 minutes qui va se terminer par une alarme, un tremblement de terre ou une explosion, pour ensuite partir sur une scène qui est beaucoup plus action, destruction, grand spectacle, et donc divertissement. Donc clairement, il y a un équilibre qui est un petit peu ce que tout le monde voulait par rapport à ces films Godzilla. Tout le monde disait mais on veut voir Godzilla se battre, on veut voir machin, on s'en fout des personnages humains, etc. Vous avez ce que vous avez demandé avec ce film-là. Là, pour le coup, vous avez vraiment de l'action presque constamment, les humains sont presque secondaires, et le principal, c'est la destruction et tout ce qui se passe dans le monde, quoi. Et ce, jusqu'à l'écran de fin. Littéralement, l'action ne s'arrêtera pas avant que l'écran de fin ne vienne mettre un terme à tout ça. Du début à la fin, il y a de l'action. Donc c'est vraiment le film catastrophe et le film de divertissement, le plus catastrophe et divertissement qui ait été fait à l'heure actuelle, je crois. Je pense qu'aucun autre film ne s'était permis jusque-là d'avoir aussi peu d'histoire et de scénario, avec des guillemets, de péripéties, autour des actions principales d'un film de divertissement, un film catastrophe. En plus, pour ne rien gâcher, c'est parfaitement fait. Je sais pas d'où sort ce mec, Michael Dougherty.
Il a fait 2 films dont tout le monde se branle. Il a fait un truc qui s'appelle Trick or Treat, et un truc qui s'appelle Krampus, qui est un film sur Noël où il y a des démons qui viennent attaquer une famille parce que la famille veut pas fêter Noël. Tu comprends pas d'où ce mec sort, comment est-ce qu'on avait foutu un projet pareil dans les bras de ce mec-là, mais le mec a quand même fait un film assez irréprochable et aux petits oignons, notamment en termes de films catastrophes et de films de destruction. D'abord, il est appuyé par d'excellents effets spéciaux, parce que les effets spéciaux sont dantesques. Je crois que j'ai rarement vu des effets spéciaux double sens de dantesque, aussi bien au niveau de la qualité de réalisation des effets spéciaux que ce qu'il montre, quoi. C'est littéralement les enfers qui se déversent sur Terre, quoi. Donc il y a un côté dantesque aussi dans ce truc-là, quoi. Donc vraiment, les effets spéciaux sont incroyables et l'aide du coup à faire des plans qui, en plus d'être généralement esthétiques et travaillés, c'est-à-dire qu'ils sont bien composés, il va aussi essayer de travailler une lumière intéressante, de travailler en tout cas des ambiances intéressantes. On va avoir des endroits qui seront plus bleutés, des endroits qui sont plus gris, on va avoir des moments de lumière divine, littéralement, qui va éclairer tout un environnement et qui va faire des lumières du coup assez jolies, des beaux halos, des choses genre là. Donc les plans sont plutôt bien cadrés, en plus d'avoir des jolis effets spéciaux, et en plus ils permettent de filmer ce genre d'action. Ils sont larges, extrêmement large, il cadre le mieux possible l'action pour que ce soit le plus visible et qu'on ait le plus d'environnement disponible à l'œil, quoi, que ce soit une ville, que ce soit un paysage avec un volcan au milieu en éruption si possible, tout ce que vous avez envie de montrer, ça va être de toute façon extrêmement large, avec un travail du rapport d'échelle évidemment, c'est-à-dire essayer de mettre des humains par exemple tout petits en même temps qu'un gros monstre en face, et même s'il peut être à quelques kilomètres et avoir encore l'air bien gros, c'est ce genre de choses qu'on va essayer de faire. Donc travailler le rapport d'échelle énormément, et bien entendu travailler au niveau du point de vue, le point de vue des humains, donc énormément de plans en contre-plongée pour filmer les créatures qui sont en train de se battre au-dessus de nous et qui sont énormes, donc le plan est obligé de lever la tête complètement pour filmer le truc, et des plans en plongée, généralement aériens, parce que si tu fais un plan en plongée du niveau d'un humain, tu filmes tes pieds et le sol. Donc oui, des plans aériens en plongée pour filmer du coup depuis le ciel l'action dans tout son scope, quoi, parce qu'il faut filmer des créatures aussi grandes et avoir une idée de ce qu'elles sont en train de faire, sachant qu'en plus il y a divers événements des divers éléments qui sont en train de perturber un peu l'image, des tempêtes, il y a des cendres partout, des trucs qui sont en train de brûler, de la fumée, de la neige aussi pour certains endroits. Donc il fait ce qu'il faut pour les rendre lisibles, donc en se mettant de loin, en faisant des plongées, etc. Et tout ça permet du coup d'avoir un regard intéressant sur une telle destruction et qui la rend encore plus impressionnante et encore plus incroyable. Tout évidemment est gigantesque, les villes vont évidemment être assez énormes, mais il y a un côté très japonais. Et grosse science-fiction du Japon, avec même les centres vous savez, Monarch, l'organisation qui est en train de gérer un peu tous les trucs. Bon bah c'est un peu la nerve d'Evangelion. J'arrête pas de parler d'Evangelion en ce moment, parce qu'on n'arrête pas de parler de manga et de faire des trucs qui évoquent le Japon au niveau de Hollywood en ce moment. Mais ils ont des grottes monstrueuses dans lesquelles ils ont construit des locaux, mais de dingue, dans lesquels tu dois avoir à peu près 15 millions de personnes en train de bosser. Il y a un petit pays qui est réuni dans le bâtiment, quoi. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est le niveau de gigantesque des installations, des trucs qui sont, il y a les murs de glace qui sont en train de retenir certains des monstres qui ont des échafaudages monstrueux devant. Et là, typiquement, enfin, moi j'ai des flashs d'Evangelion, quoi. Je me l'ai surfait il y a pas longtemps. C'est peut-être pour ça que j'ai des flashs, mais ces grands échafaudages de partout, ces passerelles métalliques pour voir le truc dans son ensemble, etc. Enfin, il y a un truc qui est très très gros aussi, rien que dans les décors par exemple. Et puis on va utiliser un truc qui est assez essentiel au film catastrophe aussi, c'est le côté vision globale. Et donc il faut voir plusieurs endroits du monde pour avoir une idée de ce qui se passe. On va avoir plusieurs choses qui vont se passer aux États-Unis évidemment. On va aller dans des jungles mayas, on va aller au fond de l'océan, on va aller en Antarctique, on va aller au Mexique. Et on va même explorer, sans vous révéler trop de trucs, une grande ville ancienne. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de vous cacher un truc? J'allais explorer une grande ville ancienne. Une grande ville qu'on aurait perdu et qui aurait sombré quelque part. Enfin, on en a parlé aussi il y a pas longtemps en décembre, avec un autre film. Donc voilà, là aussi, les environnements sont travaillés pour être des trucs qui sont très impressionnants, très larges, très vastes, et encore une fois, travailler le côté catastrophe, mais aussi le côté grand spectacle du film, quoi. Pour travailler, du coup, ce côté impressionnant, il va quand même y avoir un travail du son qui est assez énorme. Le film commence au tout début avec on a des logos avec les logos Warner et tout ça qui apparaissent avec un design un peu maya, comme si c'était des tablettes sur un mur, etc. Donc c'est assez joli. Et pendant que t'as ça, t'as un son qui est assez doux, tranquille, et t'entends petit à petit les bruits de pas qui se rapprochent petit à petit et qui deviennent petit à petit énormes et qui commencent à remplir la salle de cinéma petit à petit. Et à la fin, quand les logos disparaissent, t'as le cri de Godzilla qui est en train de hurler.
Bon travail du son pour de montrer les trucs impactants, les bruits d'explosion sont toujours énormes, tout ça marche extrêmement bien, mais il y a aussi un travail du silence qui est important. Vous pouvez pas travailler le son et la présence sonore si à un moment ou à un autre vous travaillez pas le silence. Sinon, vous faites pas c'est difficile de voir la distinction entre les deux et ça devient un petit peu insupportable aussi. Mais du coup, il va y avoir des moments où on va justement travailler le fait d'avoir un silence, d'avoir un calme complet juste avant d'avoir une explosion, alors qu'on a eu la tension qui montait petit à petit, et quand la tension arrive à son pic, d'un seul coup, moment de suspension, dans le vide, on sait pas trop ce qui va se passer, et là, bon, le bruit débarque, le son débarque, et tout explose en même temps. Encore une fois, c'est tout ça qui permet de travailler le côté monstrueux et gigantesque du film. Bien évidemment, le film est monstrueux et gigantesque parce qu'il filme des monstres gigantesques. Il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes avec ces créatures. Alors je vais pas vous parler de tout ce qui se passe dans le film, évidemment, mais je vais essayer de noter 2-3 scènes qui sont assez parlantes et assez intéressantes par rapport au rapport à chacune des créatures. Pour Godzilla, on a le côté... toute la scène au début, on se demande s'il va nous attaquer ou pas. Il y a toute une scène qui est une scène où on se regarde en fait en chien de faïence entre nous, le groupe des humains, et Godzilla qui est en dessous de l'océan avec en train de viser un centre de recherche quelconque. Et c'est tout le travail de la tension qui justement travaille aussi beaucoup sur le silence, et tout ce travail de la tension sur voir la créature arriver qui est dans l'ombre en plus, donc on la voit pas trop, faut qu'il y ait des petits flashs de lumière pour qu'elle apparaisse, et du coup ça aussi, enfin tout ça travaille une certaine tension quoi, qui travaille l'arrivée du monstre et l'arrivée de la créature, qui marche extrêmement bien, et tout cette difficulté du rapport entre les humains et Godzilla va être au centre du truc, quoi. Est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas, est-ce qu'on a un rapport avec lui ou pas, etc. Ça va être développé par l'histoire et par certains personnages, notamment, évidemment, c'est Suzuhara, c'est ça qu'il s'appelle? Serizawa. Mes excuses. Le personnage joué par Ken Watanabe, qui est là depuis le début et qui est le visage de Monarch depuis le premier film Godzilla, va évidemment aussi travailler le rapport avec Godzilla. Il y a un truc qui m'a fait marrer avec Ghidorah quand il sort justement. Donc Ghidorah, c'est donc la créature, l'hydre à 3 têtes que Godzilla va devoir affronter. Et c'est intéressant de montrer, on n'a pas vraiment besoin, vous me direz, mais de montrer effectivement à quel point l'humain est impuissant par rapport à ce genre de créature, et la différence et justement le rapport d'échelle. Parce que quand Ghidorah sort de son truc de glace, il baisse la tête vers tout un tas de soldats qui sont au bord du truc pour essayer de regarder, tiens, c'est quoi ce truc, est-ce que ça se mange littéralement, hein. Et les soldats sont en train de flipper de flipper leur race évidemment, et donc ils sont avec leurs fusils en train de tirer partout. L'une des têtes arrive au niveau de la glace et bouge tranquillement et se rapproche et finit par bousculer, mais sans même s'en rendre compte, un des soldats sur le côté, qui finit du coup par se faire envoyer, bousculer et par racler le sol. Et la créature s'en rend absolument pas compte. Et je trouve ça vachement intéressant qu'ils aient parce que faut bien comprendre que c'est pas anecdotique à faire dans le film. Il a fallu prévoir la cascade du soldat qui allait être bousculé par le mec, il a fallu tourner la scène, il a fallu prévoir le trucage. Donc c'est intéressant d'avoir voulu insister sur ce truc-là, de montrer à quel point la créature ne remarque même pas que le soldat est là, quoi. C'est ouais, elle regarde vite fait, elle sniffe, mais si elle en bouscule un sur le côté, si elle en écrase un, elle s'en rend même pas compte. C'est intéressant du coup d'avoir travaillé ça dans la mise en scène, et c'est ça qui nous fait sentir, nous spectateurs, le danger du truc. Même si on a déjà vu les films d'avant, même si machin, il faut quand même nous remettre ça dans la tête quand on rentre dans un film. C'est ça le début du pacte cinématographique et de la suspension de non-croyance. Donc c'est nous aider à nouveau à appréhender quels sont les enjeux du film et le rapport de puissance, quoi, qui est assez disproportionné, évidemment. Il y a un truc qui est très très intéressant avec Mothra. Mothra est comparé littéralement à Dieu dans ce film. Mothra brille, fait de la lumière et a des ailes. Et donc quand elle arrive, c'est une lumière divine qui perce au-dessus des nuages, et quand elle bat des ailes, t'as l'impression de voir un ange de lumière, parce que tu vois pas la créature, tu vois que la lumière, et t'as l'impression de voir un ange de lumière en train de battre des ailes et de faire redescendre les nuages au sol, tellement ses ailes sont... ses ailes font la distance des nuages au sol, quoi. Donc ça ramène tout le truc, ça fait bouger la fumée, et ça projette du coup cette lumière divine incroyable. C'est vachement intéressant, je trouve que c'est... Justement, ça montre bien ce côté... combat entre le paradis et les enfers, littéralement. Il y a un plan qui est magnifique avec ça, c'est le plan où Ghidorah est au-dessus d'un volcan, et on a Ghidorah en arrière-plan, et au premier plan on a une croix. Donc c'est littéralement l'affrontement dans un cadre, on a les enfers qui sont en train de se déverser sur le monde face au bien représenté par cette croix. Non pas que je sois particulièrement croyant, mais c'est le conflit qui est représenté, c'est sur cette opposition de bien et de mal qu'on joue, c'est la position entre les enfers et le paradis, quoi. Donc c'est vachement intéressant d'avoir ce plan-là avec la croix, et du coup le fait de travailler Mothra en quasi-dieu est assez intéressant aussi. Un truc qui est intéressant d'ailleurs, encore, c'est que on parle beaucoup de féminisme en ce moment, et de donner le beau rôle aux femmes, etc., etc. Voilà un film qui le fait correctement, parce que dans le film on va avoir la gamine, qui est
plutôt positive et pure. On a Mothra qui est littéralement une déesse, qui est comparée à une déesse. Ils disent à plusieurs reprises dans le film, ils font des allusions comme quoi Dieu serait une femme. Et pour autant, Vera Farmiga joue un personnage qui est très loin d'être parfait et d'être entièrement positif. Et c'est comme ça qu'on ajoute du féminisme sans être non plus un abruti total qui ne voit qu'un côté du truc, quoi, qui ne voit qu'un côté du problème. En mettant des femmes qui sont à la fois positives et négatives, tu soulèves l'ensemble, quoi. Tu remets une question d'égalité dans l'ensemble et tu remets le truc il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, en fait. Chacun peut avoir des bons points, chacun peut avoir des mauvais points. Et voilà. Encore une fois, il y a des façons beaucoup plus intelligentes de faire du féminisme dans les films modernes, et je trouve que ça, pour le coup, c'est un truc qui marche très bien, parce que les femmes sont très très importantes, du coup, dans le film, mais aussi, autant que les autres. Et ont autant de possibilités de faire des conneries, quoi. Donc, je trouve que c'est très très bien travaillé. Et puis, sur un autre des monstres, je me souviens plus trop comment il s'appelle, c'est un truc qui est bizarre. C'est le truc qui ressemble à un ptérodactyle. Pour montrer le potentiel de destruction monstrueux de ce truc, j'adore le fait qu'il lui suffit de voler au-dessus d'une ville, et la simple onde de choc, la simple traînée de vent, après son passage, détruit tout. C'est incroyable. Ce sont les scènes les plus cataclysmiques que j'ai vues de ma vie. C'est vraiment, enfin, c'est des plans comme ça, un tel potentiel de destruction juste en bougeant une aile, enfin, c'est ultra impressionnant. Pour ce qui est des humains, du coup, à quoi est-ce qu'ils servent, symboliquement? Donc comme je vous l'ai dit, ils vont avoir tout un rôle symbolique par rapport à l'ensemble de ce qui se passe dans l'histoire. Par rapport à l'événement tragique qu'ils ont vécu ensemble, il y a deux solutions très différentes. Il y a la mère qui est dans l'optique de la terre brûlée, un peu littéralement, c'est repartir de zéro. C'est pas pour rien, quelque part, qu'il y a un monstre qui s'appelle le monstre zéro aussi dans le truc, et que l'idée est d'avoir une extinction de l'humanité complète pour repartir à zéro. C'est que vraiment, elle a vécu donc une tragédie, et elle a envie de repartir complètement de zéro et de laisser un peu tout le truc derrière elle. Et le père, de son côté, est complètement enfermé dans pas sa culpabilité, mais ses regrets en tout cas, son chagrin, et dans un esprit de vengeance, quoi. Il est dans une rancœur absolue, il n'arrive pas à évoluer au-delà de ce truc-là. Donc c'est dans ça qu'il se mélange à l'histoire, c'est qu'en fait, il cristallise un petit peu. Enfin, les monstres cristallisent le conflit que eux ont, ou plutôt eux illustrent le conflit que les monstres, dont les monstres sont la métaphore finalement. Donc ça, c'est par rapport au sens de l'histoire globale, la thématique de la famille séparée pour le film catastrophe. Mais il y a aussi évidemment, et ils le font évidemment, enfin c'est une des scènes les plus évidentes, le côté quotidien, quoi. Ces gens sont notre projection, quoi, notre moyen de nous projeter dans le film. On démarre avec eux dans un quotidien qui nous est quotidien également, un petit déjeuner en famille avec tout le monde qui parle autour de la table, c'est le truc en principe le plus quotidien qui soit, enfin préparer les toasts, le petit-déj, tout le bordel. Donc ça nous permet du coup de nous plonger dans le quotidien, de nous créer un rapport particulier avec les personnages qu'on voit à l'écran. On a un a priori sur la mère et sur le père différents dès le début de ce film. Et ça permet du coup de préparer un certain twist qui va arriver un peu plus tard dans le film. C'est aussi en ça qu'ils sont plutôt intéressants chacun, c'est qu'ils permettent du coup d'avoir une introduction et de nous glisser dans le film, et ensuite de nous le faire vivre du coup, puisque chacun nous permet d'avoir un point de vue sur ce qui se passe avec les différents événements. Alors j'ai quasi terminé de dire tout ce que j'avais à dire sur le film, en tout cas les monstres, les humains, le scénario, enfin il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je vais revenir sur quelques à côté. Encore une fois, un film, un blockbuster américain qui essaye de devenir un blockbuster chinois également, et qui pour ce faire encourage la xénophobie chinoise et asiatique en général. L'Asie, comme l'Europe, s'est déchirée de nombreuses guerres pendant des années. Les Chinois, les Japonais, les Coréens et les Thaïlandais et tout le monde gardent certaines rancœurs parce que contrairement à nous, ils n'ont pas créé une Union Européenne ou un truc dans ce genre-là, ils n'ont pas essayé de mettre leurs conflits derrière eux, ils les ont toujours gardés un peu entre les dents, quoi. Donc, ça se fait de jouer sur cette corde un peu xénophobe, de jouer sur ces haines entre différents pays, pour essayer d'avoir une réception positive de la part de leur public. Et ça se transcrit généralement avec des personnages japonais qui en prennent plein la gueule. Dernièrement, je l'avais pas dit, j'avais oublié de le noter parce que j'y ai pensé qu'après, parce qu'ils le font de façon très subtile et très vicieuse. Il y a deux autres films qui l'ont fait récemment, il y avait Avengers 4, Avengers Endgame, où il y a Hawkeye qui devient Ronin quand sa famille disparaît, et qui se retrouve où ça, au Japon, pour aller massacrer des samouraïs qui sont parmi les seuls personnages dans tout Marvel qu'on a vu se faire littéralement égorger avec la gorge tranchée, le sang qui commence à gicler, etc. Je sais même pas comment c'est passé en PG-13 ce truc. Donc, on n'avait pas de Chinois, mais on avait quand même un mec qui était en train de massacrer des Japonais.
ce qui va plaire forcément au public chinois. Je dis forcément, vous allez trouver que je vous jure, hein, c'est assez catastrophique, mais ça leur plaît. C'est un truc à votre avis, pourquoi est-ce que ça apparaît dans tous les films? Autre film dans lequel ça apparaît récemment, John Wick 3, qui avait toujours un peu marché. Faut dire que John Wick, en plus, fait souvent hommage au film de baston hongkongais, et trucs dans ce genre-là. Et dans John Wick 3, ils ont fait revenir le médecin qui avait soigné John Wick dans le premier film, qui est donc chinois, qui littéralement est capable de se prendre une balle pour John Wick, 2 balles même. Et il y a aussi 2 cascadeurs qui viennent de The Raid, qui est un truc taïwanais, thaïlandais, quelque chose dans ce domaine, dans cette région. Eux sont parmi les seuls mecs à affronter John Wick qui sont sympas avec lui, qui veulent pas le tuer. Par contre, le japonais, il est dingue, et il va crever. Et c'est le seul qui vraiment essaye d'affronter John Wick pendant tout le film. Donc c'est plus subtil, il commence à le cacher un petit peu subtilement, mais ça continue à se voir. Et là, dans ce film-là, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Serizawa, joué par Ken Watanabe depuis le premier film, se sacrifie et laisse sa place à qui? Madame Chen, qui avec un nom en une seule syllabe comme ça, comme genre Chen, est clairement chinoise. Parce que les noms japonais sont plus composés, c'est Suzuhara, Tamadaki, enfin c'est des trucs comme ça, quoi. On mélange plusieurs syllabes. En chinois, c'est plus des Shen, Lang, des trucs dans ce genre-là. Donc, même s'il peut y avoir des trucs composés aussi, c'est un peu plus rare. Donc, on a le japonais qui se sacrifie pour laisser la place à la chinoise, exactement comme dans Pacific Rim 2 aussi, par exemple, où on avait Makomori qui était l'héroïne du premier, la co-héroïne du premier, et qui a disparu comme une merde pour que les Chinois puissent avoir la place et nous sauver ensuite, quoi. Encore une fois, je sais pas si c'est très bien d'encourager la xénophobie asiatique pour avoir un succès en salle chinoise. On peut travailler, ça peut être un sujet de philosophie si vous voulez, hein, mais je trouve pas ça extrêmement bien d'encourager ce genre de comportement, même s'ils essayent de le faire de façon sympathique et noble, et en essayant de camoufler ce côté on titille votre xénophobie, parce que dans tous ces films où un japonais meurt, il y a toujours une chinoise pour le pleurer, et être littéralement en larmes pour te dire « Oh mon dieu, il est en train de mourir », alors qu'en vérité dans la salle en Chine, les chinois sont « Ouais !» Et ils trouvent un truc qui a du sens symboliquement, parce que du coup le mec qui se sacrifie, c'est le japonais, et il se sacrifie en faisant quoi? Il se sacrifie en allant dans une zone de très très haute radioactivité, donc une évocation assez claire de Fukushima, et pour aider Godzilla, qui est un monstre japonais, qui est une licence créée par les japonais. Donc le japonais aide sa propre licence à reprendre vie, etc. Et il a toujours eu cette adoration pour cette créature, qui est sa créature, qui vient de son pays, en principe, enfin je veux dire d'une façon méta. Et donc ça atténue plus ou moins le côté regardez, on a fait ça pour que les Chinois soient contents de voir un japonais mourir. On essaie de lui donner un sens plus profond, plus poétique, plus intéressant. N'empêche qu'au final, c'est toujours la même idée. C'est toujours faire plaisir aux Chinois en montrant un japonais en train de mourir. Ce que je trouve profondément malsain. Alors oui, il y a des fois où ça passe bien, et puis nous, on est un peu en dehors du truc, donc on peut prendre ça juste comme une histoire de scénario, mais il y a quand même un truc qui existe pour de vrai, quoi. Il y a quand même une vraie xénophobie qui est en train d'être entretenue par ce truc-là. Ça m'énerve un petit peu, ça m'angoisse aussi. Un petit peu. Voilà. Pour finir vite fait sur cet aspect un peu Japon et hommage au Godzilla, j'ai adoré qu'à un moment dans ce film, ils aient fait revenir le destructeur d'oxygène. Le destructeur d'oxygène, c'est la méthode qu'ils ont dans le tout premier Godzilla pour essayer de le tuer. Mais alors, le fonctionnement a été grandement modifié finalement entre le film japonais et celui-là. Là, dans ce film, c'est une bombe atomique. Hein. C'est une très très grosse bombe atomique, mais c'est une bombe atomique, tout court. Mais ça m'a beaucoup fait marrer de voir le destructeur d'oxygène en train de revenir. J'ai fait oh la vache. Et alors, moi j'ai vu que celui-là parce que j'ai vu que, j'ai vu celui-là et j'ai vu comment il s'appelait, le Godzilla de 2004 ou 2006, je sais plus comment il s'appelait. Celui où il affronte Zilla, du coup le Godzilla américain. Et je suppose que, enfin, déjà toutes les créatures qui sont dans ce film-là viennent de ces films-là, les Mothra, etc. Mais je suppose qu'il doit y avoir plein d'autres références et plein d'autres allusions aux films japonais et à la saga Godzilla japonaise dans ce film-là. Et de fait, je sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression que le générique de fin, qui est une version extrêmement dynamique, métal, orchestrale, etc. Enfin tout ce que vous voulez. Et je me demande si à tout hasard ce serait pas genre le générique officiel des sagas Godzilla au Japon ou un truc dans ce genre-là. Je pourrais pas le savoir parce que je l'ai pas vu. Mais je pense qu'il doit y avoir un petit lien avec ça, en tout cas. Voilà, alors maintenant, pour ce qui concerne la suite, le film tease évidemment Godzilla contre King Kong, qui était la raison d'être de King Kong, hein, de base, et du Kong Skull Island, je veux dire, et montre une autre scène vraiment à la toute fin du générique,
pour montrer en fait le méchant du film préparer une revanche ou un nouveau plan démoniaque ou un truc dans ce genre-là. Why not, hein, pourquoi pas faire un autre film? S'ils sont aussi bien faits que celui-là, franchement, je vois pas de raison de gueuler. C'est du très bon divertissement, c'est bien écrit, c'est bien réfléchi, ça essaye de rendre hommage au film japonais d'origine, ça essaie de le faire bien. Et petit à petit, il continue à mettre de côté les personnages humains pour ne mettre en avant que les monstres. Donc, je pense que tout ça est sur la bonne voie, en fait. Et ouais, je trouve que Godzilla 2 est un très bon film de divertissement, film catastrophe à voir cette année. Si vous aimez le trip des gros monstres, je vous avoue que, bizarrement, et aimant les films catastrophes, aimant Evangelion, je suis pas un énorme fan des films de kaiju. Donc, je vais pas dire non plus que le film m'a mis dans tous mes états, mais c'est clair que moi qui aime bien le cinéma de divertissement et parfois les gros monstres, ouais, j'ai pris un très bon moment devant ce film, j'ai eu des frissons devant certaines scènes, le climax c'était ouf, et je vous recommande d'aller le voir, vous allez passer un très bon moment en salle. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!